C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, l'électrification est désormais un produit social. De fait, les coûts de branchement sont revus à la baisse. C'est une des décisions du Conseil des ministres d'hier mercredi. Le point avec le porte-parole du gouvernement. Le ministre Gaston Dossoui reste infatigable lors de sa tournée dans les collines et dans la Donga. Il a incité les producteurs à satisfaire les besoins de la sous-région. Et puis la SGDS fait le bilan de 2 années d'activité, 2 ans de tri et de valorisation des déchets dans le Grand Mokoué. Le directeur général rassure de sa capacité à relever d'autres défis en la matière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Être raccordé au réseau électrique ne relève plus d'un luxe. Pour la période 2022-2026, le gouvernement a décidé de faciliter et de revoir à la baisse le branchement pour tous les Béninois. Dans un autre registre, la carte d'identité non biométrique ne sera plus émise. Voici le point du porte-parole du gouvernement. Au terme du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 6 juillet 2022, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, réglementation portant mise en œuvre de la maîtrise de l'énergie électrique. L'objectif visé par le gouvernement, à travers les prescriptions édictées à cette fin, est d'optimiser les dépenses énergétiques des consommateurs tout en limitant les coûts d'infrastructures publiques ainsi que les impacts sur l'environnement dans tous les secteurs. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration du niveau d'efficacité et de diversification des sources énergétiques. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret subséquent et instruit les ministres concernés d'en assurer l'application rigoureuse. En point 2, cessation de l'établissement de cartes nationales d'identité non biométriques. Avec la prise du décret numéro 2020-396 du 29 juillet 2020, qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'est, depuis lors, évertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence le service de l'identité nationale. De fait, le délai de traitement des demandes a été réduit à 1 semaine. Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques, lesquelles ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord d'établissement et d'adhésion à la charte d'Africa Finance Corporation créée en 2007 à Lagos au Nigeria. Modification des statuts de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, puis ceux portant nomination de membres des conseils d'administration des structures suivantes. Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion SA, Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Agence de développement des petites et moyennes entreprises, Société béninoise de production d'électricité. Au chapitre des communications, en point 1, approbation de la politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement a décidé de considérer désormais l'électrification comme un produit relevant du social, d'en faciliter l'accès à tous et d'encourager la baisse des coûts de branchement. À cet effet, il apparaît que les frais de connexion exigés aux ménages et qui portent sur un paiement initial de 85 000 francs CFA constituent un obstacle, notamment pour les foyers à revenus modestes. Pour remédier à cette situation, et dans le cadre de l'exécution du Millennium Challenge Account 2, 10 000 branchements gratuits ont été effectués à travers le pays au profit des ménages pauvres. De même,
Diverses autres mesures sont déjà mises en œuvre, notamment la réduction à 25 000 francs CFA des frais de branchement en milieu rural et la gratuité des frais de raccordement pour les petites et moyennes entreprises ou industries dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 kVA. Mais l'ambition du gouvernement est d'aller au-delà de ces dispositions à travers une politique structurelle qui impactera un plus grand nombre de nos concitoyens. Sa mise en œuvre, qui coûtera à l'État la somme de 107 milliards de francs CFA, permettra d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026. Ceci sur la base d'un coût forfaitaire de 10 000 francs CFA par branchement entre 2022 et 2024, puis gratuitement entre 2025 et 2026, les frais de contrôle des installations intérieures maintenus à 10 000 francs CFA, restant à la charge des clients. Le ministre de l'Énergie est instruit d'assurer la mise en œuvre efficiente de la politique ainsi formulée. En point 2, contractualisation pour la fourniture de cartes d'identité prépersonnalisées à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. La généralisation en cours du projet Assurance pour le renforcement du capital humain induira un plus grand besoin de cartes biométriques aux assurés. Afin d'éviter les ruptures de stock, en attendant la mise en service des équipements de l'ANIP, le Conseil a autorisé la fourniture par le prestataire habituel d'un lot de 1 500 000 cartes d'identité prépersonnalisées devant servir dans le cadre du maillage territorial du dit projet. En point 3, installation d'un nouveau système intégré de gestion des opérations douanières et de maintenance évolutive du guichet unique de commerce extérieur. Ce nouveau système douanier, dit Customs Web, repose sur les dernières avancées technologiques. Il permet d'automatiser intégralement les procédures douanières en développant des modules manquants au système actuel pour garantir la transparence des opérations réalisées. Le système tient compte des spécificités de notre environnement et corrige les insuffisances relevées sur la plateforme GUS tout en optimisant les performances de nos services douaniers. De ce fait, son installation entraînera le remplacement de celui en vigueur jusqu'ici dans notre pays, le Sidonia World. En point 4, approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme. En guise de rappel, le dit institut a été créé dans le but de promouvoir la femme et la fille dans toutes les sphères et domaines pour lutter contre les différentes formes de discrimination et de violence dont elles font l'objet. Dès son installation, il a commencé à enregistrer un grand nombre de plaintes et concourt déjà au règlement de nombreux cas dans lesquels son intervention s'est avérée particulièrement efficace, aussi bien devant les juridictions qu'en dehors de celles-ci. La poursuite de cette dynamique et la forte attente des populations exigent des moyens humains et matériels importants en vue de son déploiement stratégique sur l'ensemble du territoire national, d'une bonne communication ainsi que des procédures appropriées aux fins d'assurer la célérité et l'efficacité dans l'action. C'est pourquoi le Conseil a approuvé le plan de travail annuel élaboré à cet effet, ainsi que le budget y relatif. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire administratif de la Grande Chancellerie, Madame Hermione Numaudo Zuno Mama. Au ministère de l'Économie et des Finances, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Hugues Oscar Lokosu. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur des systèmes d'information, M. Gbadebo Aude Elvis Odeloui. Je vous remercie. Et puis, quelles sont les modalités de la nouvelle politique de raccordement au réseau électrique définie par le gouvernement? Face à la presse, le porte-parole du gouvernement a répondu à quelques interrogations pour approfondir cette décision.
Nous avons indiqué à plusieurs reprises, et cela s'est manifesté sur le terrain, que le gouvernement consent de gros investissements dans le secteur énergétique en vue d'atteindre l'autonomie pour notre pays. La quête de cette autonomie participe de la volonté du gouvernement et de son chef de mettre à disposition de l'ensemble de nos populations, où qu'elles se trouvent sur le territoire national, l'énergie électrique. Et ensuite, de porter également l'effort d'industrialisation du pays qui draine à son tour la création de nombreux emplois. Quand on a fait ces investissements pour tendre vers l'autonomie en attendant de l'atteindre, la conséquence logique attendue, au plan social notamment, c'est que les populations puissent effectivement être raccordées au réseau électrique. Or, il s'observe que la pratique actuelle, malgré les efforts déjà liés au social, à savoir la baisse drastique des coûts, il s'observe que dans nombre de situations, le niveau pratiqué pour l'ensemble est encore un frein à l'accès de nos concitoyens au réseau électrique. D'où, sur instruction du chef de l'État, la présente politique a été élaborée avec pour finalité de démocratiser l'accès au réseau électrique. Ce qui fait donc que les coûts annoncés qui vont entrer en vigueur dès cette année, parce que vous le savez, il y a une phase d'expérimentation qui avait déjà commencé avec 25 000 francs CFA, mais désormais, en tenant compte des frais liés à la vérification des installations intérieures, ce sera 20 000 francs partout sur le territoire national. Et en tout cas, à partir du dernier poteau électrique avant votre maison, vous n'avez pas à payer au-delà de ces 20 000 francs sur la période 2022-2024. Et quand on dit le dernier poteau, en général, il se situe dans l'ordre de 40 mètres de la maison du demandeur. Et puis, entre 2025 et 2026, la politique prévoit que l'accès au réseau sera gratuit, donc 0 francs. Seulement, vous aurez à payer les frais de contrôle des installations intérieures. C'est vous dire que cette décision est d'application immédiate et qu'il appartiendra à la Société béninoise d'énergie électrique d'en assurer l'opérationnalisation sous la supervision du ministre de l'Énergie qui veillera donc à ce que cette politique soit mise en œuvre avec beaucoup d'efficacité. Raccordement facile, oui, mais y a-t-il l'assurance d'une disponibilité sans faille de l'énergie électrique? Voici la réponse du porte-parole du gouvernement. Les efforts que nous avons faits entre 2016 et 2020 pour porter le niveau de satisfaction de nos besoins intérieurs de 0 à au moins 60% vont dans le sens de garantir la disponibilité de l'énergie électrique en qualité à nos concitoyens. Les efforts qui sont faits dans le cadre de l'exécution du PAG 21-26 pour atteindre l'autonomie visent à conforter, à renforcer l'existant pour qu'à terme, nous soyons totalement autonomes en matière de disponibilité énergétique. Et la conséquence immédiate, c'est effectivement, encore une fois, de démocratiser l'accès à l'électrification, mais ensuite d'assurer une bonne qualité de cette électricité à l'ensemble de nos concitoyens. Et vous n'avez pas de doute à cela, sachant que, en plus des investissements structurants qui sont faits pour la production, le gouvernement investit massivement dans les infrastructures de transport, lesquelles, en l'état, ainsi que le ministre de l'Énergie l'a expliqué, et parfois le gouvernement dans son ensemble, étaient restés dans une certaine vétusté au regard du moment de leur réalisation et des exigences du moment. Quand vous avez des équipements de transport de l'énergie électrique qui ont été construits il y a 50 ans, 40 ans, voire plus, et qui ne répondent plus forcément aux normes actuelles ou qui, entre-temps, ont connu des dégradations, tout cela est de nature aussi à impacter la qualité de l'énergie injectée pour la consommation de la population. Or, nous avons engagé de gros investissements et il en est prévu d'autres au PAG pour renforcer ce qui a déjà été fait afin qu'au terme de l'exécution de ces différents programmes, l'énergie électrique soit disponible en qualité et en quantité et que nos populations n'aient pas à en souffrir.
Audience au Conseil économique et social, le président Augustin Tabeg-Bian a reçu plusieurs délégations dont les membres de la plateforme des associations des personnes de troisième âge. L'adoption de la loi pour la protection des personnes âgées au Bénin était au cœur des discussions. Wenceslas Aroimon, Alessandra Dioton. Cette audience avec le président du CES constitue pour la plateforme des associations des personnes du troisième âge, PTA, une occasion de compte-rendu. Dans notre pays, il n'y a aucune loi qui encadre la vie des personnes âgées. Nous avons jugé mettre un avant-projet de loi sur le tapis. Cet avant-projet est au niveau du ministre de la Justice et il était de notre devoir de voir le président du Conseil économique et social pour lui rendre compte afin qu'il nous aide à ce que cet avant-projet puisse devenir une loi dans notre pays. D'autres préoccupations non moins importantes ont été aussi abordées. Dans les hôpitaux de notre pays, les personnes âgées ne savent souvent pas à qui s'adresser quand ils arrivent dans un hôpital. Nous lui avons dit notre vœu le plus cher. Le président de la République, pour nous, il est une personne âgée. Nous le considérons comme un pilier, c'est-à-dire un membre honoraire de la plateforme des personnes du troisième âge. Dans la matinée de ce mercredi, Augustin Tabeg-Bian a aussi reçu une autre délégation avec à sa tête Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin. Ce dernier n'a fait aucune déclaration à sa sortie d'audience. Allons à présent dans la Donga à la rencontre d'un jeune agri-entrepreneur qui transforme l'anacarde. Lors de sa tournée, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a fait une escale dans son usine. Voici le récit de Ghislain Poguet et Rosemonde Chiapé. Un grand hall, des hommes et des femmes concentrés sur des tas d'amandes d'anacarde, dans un bruit sourd de machines qui tournent. L'usine transforme les noix de cajou. Nous avons une capacité de transformation de 3000 tonnes. Et pour cette première année, on compte exploiter 2000 tonnes qui va nous permettre de produire au moins un conteneur, voire 2 conteneurs d'amandes blanches par mois. L'entreprise s'approvisionne exclusivement au Bénin. Elle est même directement connectée à une plantation. Nous produisons actuellement 150 hectares de noix d'acajou. Et l'idée, c'est que d'ici 3 ans, on puisse produire tous les besoins que l'usine a. C'est-à-dire qu'on espère pouvoir produire 2000 tonnes par an au niveau des fermes, ce qui va nous permettre d'approvisionner l'usine. Les amandes du Bénin sont de bonne qualité et accèdent sans difficulté au marché international. Les noix brutes sont de bonne qualité. Nous avons un KOR d'au moins 47. Notre marché est diversifié. On prévoit cette année commercialiser 10% au niveau local et les 90% entre le marché asiatique et le marché européen. Ici à Donga Treasure, c'est le nom de l'entreprise. Rien n'est jeté. Amandes brisées, coques, pellicules. Tout ici est source de revenus. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de passage à Djougou, dans le cadre de son déplacement pour le suivi de la campagne agricole en cours, est allé encourager le promoteur. Il n'est pas facile d'entreprendre, mais comme le petit bananier grandit au pied du grand, vous aurez la protection et la couverture qu'il faut. Les encouragements de Gaston Dossoui ne sont pas anodins. Le Bénin veut transformer 50% de sa récolte de cajou. L'entreprise Donga Trésor saisit la balle au bon. Et à chaque étape de la tournée, le ministre de l'Agriculture a incité les entrepreneurs à produire pour satisfaire les besoins de la sous-région. À Djougou, Bante, Basila comme à Savalou, son message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Ghislain Poguet et Rosemonde Chiapé. Voici le champ de Oladele, du manioc et du maïs à perte de vue. Ici à Adjiwole, dans la commune de Bante, la diversification agricole prônée depuis par Gaston Dossoui est une réalité. Je suis un producteur de coton, de maïs, du soja, du manioc, du maïs, d'arachide, de piment et sésame. Ça nous soulage, ça nous aide à envoyer les enfants à l'école. On mange énormément et on vend. Oladele, dans ce champ, a respecté les pratiques agrotechniques diffusées par les agents du ministère de l'Agriculture. Et les résultats sont là. Un prototype d'une agriculture résiliente. Ce maïs, avec ce niveau de piaison, donnera à bonne densité 3 tonnes par hectare.
Le potentiel de cette variété, c'est 3,5-4 tonnes. Le précédent cultural a été une plante améliorante, proposée par nos technologies, que le paysan a respecté strictement, et il a retourné le précédent qu'il a enfoui, il a semé à bonne date, il n'a plus mis un grain d'engrais et nous avons ce niveau de rendement. À Savalou, le ministre a demandé aux agriculteurs de quitter la politique unijambiste pour diversifier les cultures, mais surtout accompagner les activités agricoles de l'élevage. Il leur dit de saisir les opportunités qu'offre le marché régional pour produire beaucoup de vivriers. Ici dans les collines, la première saison de riz n'est pas à la hauteur des attentes. À Savalou ici, c'est une chanson du terroir qui clôture la séance. Gaston Dossoui veut convertir tout le monde à l'agriculture. Il visite le champ d'un de ses collaborateurs qui a déjà pris le pli. Ce journaliste projette d'installer plus tard une plantation d'anacardier. Les femmes entrepreneurs ou celles qui décident de s'engager dans l'entrepreneuriat auront d'ici peu un document boussole. Cette semaine, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant se sont penchées sur la conception des programmes et services qui leur sont dédiés. C'est dans le cadre de l'exécution de DigiBoost, un projet financé par l'Union européenne et exécuté par l'Agence belge de développement. Patrick Ayadji et François Zissou. L'entrepreneuriat féminin amorce une nouvelle dynamique au Bénin. Grâce à la conception d'un programme spécifique d'accompagnement, les femmes entrepreneurs n'ont plus rien à craindre. Nous avons remarqué que dans nos structures d'accompagnement, la plupart ne disposent pas d'un programme d'accompagnement dédié aux femmes entrepreneurs. Et donc, nous avons fait une étude qui a fait une évaluation et un diagnostic de ces programmes au sein des structures d'accompagnement qui sont bénéficiaires du projet. Et on a remarqué qu'il y a, après l'analyse des forces et faiblesses et opportunités, nous avons beaucoup de choses à faire pour co-construire un programme d'accompagnement qui puisse répondre aux besoins des femmes entrepreneurs du Bénin et également à leur réalité. On prépare à cet atelier de co-conception les SAE, structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, et les femmes entrepreneurs, toutes des bénéficiaires du programme. On a la capacité de dire que les femmes qui sont ici avec nous sont outillées pour se rendre compte désormais qu'elles ont les mêmes potentialités que les hommes pour créer des entreprises, pour les faire développer et pour devenir de vrais capitaines d'industrie. Une femme qui décide d'entreprendre, sachez qu'elle gère 2 entreprises, qui est la famille d'abord, et sa vie professionnelle s'y ajoute, qui est la seconde entreprise qu'elle gère. Et donc, ce que j'ai beaucoup plus apprécié est qu'on nous a impliqué, nos femmes entrepreneurs, à la construction de ce programme. Faut-il le préciser, DigiBoost est le projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin. Gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué, la SGDS, société dédiée, fait le bilan de 2 années d'activité. Face à la presse, le directeur général de cette entreprise rassure sur sa capacité à relever le défi d'une gestion optimale des déchets et celui de leur valorisation. Renaud Akapo et Daniel Ada. Elle a été créée par le gouvernement pour apporter des solutions à l'épineuse question de la gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué. La SGDS tient son pari après 2 années d'activité. Chiffres à l'appui, le directeur général de la société a exposé aux hommes des médias l'essentiel des actions menées dans les villes ciblées par le projet. Vous savez, toutes les difficultés à gérer les déchets. Et si nous avons convié à cet échange, c'est parce que nous avons fait du chemin. Et je peux vous dire aujourd'hui que les fruits ont tenu la promesse, comme on le dit. De 2020 à 2022, nous avons considérablement amélioré la collecte. Nous sommes passés de 18 000 tonnes de déchets par mois collectés à 28 000 tonnes en 2021. Et aujourd'hui, nous sommes à presque à 34 000 tonnes de déchets que nous collectons par mois. Depuis 2 années, la SGDS a développé des solutions innovantes dans la gestion des déchets et de la salubrité. À l'heure du bilan, les 5 villes du Grand Nokoué connaissent un environnement mieux assaini. Vous voyez aujourd'hui, en termes d'impact, la propreté, nos ressources
en eau, le lac Nokoué, la lagune de Cotonou respire mieux. Vous voyez aujourd'hui, dans nos quartiers, dans les villes, vous n'avez plus de dépotoir. Ce travail colossal fait par la SGDS. Nous avons créé des emplois, nous avons recruté, et ça, il faut le dire, il faut le saluer. Ça, c'est la vision, l'ambition du président Talon. Le défi est de taille et la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokoué se dote d'une série de stratégies pour surmonter les difficultés. C'est le cas pour le tri et le recyclage des déchets et surtout leur valorisation. Et nous avons prévu, dans la phase 2 de ce projet qui se met en place sur le PAG2, la priorité véritablement, c'est de valoriser, effectivement, de transformer nos déchets. La SGDS est née d'un projet ambitieux qui s'inscrit dans l'opérationnalisation de l'axe stratégique 7 du pilier 3 du programme d'action du gouvernement. Elle vise à résoudre durablement la problématique de salubrité urbaine afin d'améliorer les conditions de santé publique, le bien-être des populations et de réduire l'impact néfaste de la prolifération des déchets sur l'environnement. Faisons à présent un état des lieux des espèces végétales. L'exercice révèle que beaucoup d'espèces sont en voie de disparition. Les environnementalistes en sont conscients et apportent des réponses à ce drame écologique. C'est le cas du laboratoire de génétique et des biotechnologies végétales de l'université d'Abomey-Calavi. Jean-Claude James, Yves Agodopessi et Daniel Ada. Enfants et adultes engagés pour la recolonisation des formations végétales. Mais malgré les milliers de plants mis en terre chaque année, la menace de disparition pèse toujours sur certaines espèces. Dans le cadre des changements climatiques, suite aux actions anthropiques, il y a des espèces qui sont menacées de disparition dans tous les écosystèmes du monde. Par exemple, Encephalatos batteri, qui est la seule espèce de gymnosperme présente au Bénin. Il y a le Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana. Il y a le faux Iroko Antiaris excelsa. Il y a le rognier. Même, nous allons dire, le caritier est menacé. Le néré aussi menacé. Et pour arrêter la saignée, il faut revoir le mode de gestion. Certes, nous avons besoin de satisfaire nos besoins, mais il faut également préserver les besoins des générations à venir. D'où une gestion durable de ces espèces et de la biodiversité. Le monde de la recherche a compris l'enjeu et joue la carte de l'anticipation, en témoigne la mobilisation des nombreux chercheurs. Dans le lot, l'équipe du professeur Corneille Arahanzo qui a opté pour les biotechnologies végétales. Alors, les biotechnologies nous permettent aujourd'hui de multiplier en grande quantité ces espèces-là. Et nous avons un rejet d'ananas, le vitroplan d'ananas, de manioc, de la patate douce, du taro, de l'igname, et que sais-je encore. La vanille, c'est paradoxal. La vanille n'est pas béninoise. C'est dans le cadre d'un travail en partenariat avec la France. Nous avons le pétard d'Esma, qui est une espèce qui produit un beurre de karité qui est plus prisé que le beurre produit même pas par le karité. Et nous avons le tectonia. Nous avons certaines plantes médicinales, certaines espèces de plantes médicinales, surtout les ocimum. Ces rejets peuvent être conservés jusqu'à 100 ans. Un grand espoir en cas de catastrophe naturelle ou de crise entre les États aux conséquences souvent désastreuses. Après une guerre, nous avons un déficit dans certaines espèces, surtout céréalières. À supposer que cette crise-là crée la disparition de certaines des variétés de ces espèces. Je pense que c'est le seul moyen de réintroduire ces espèces perdues en cas de cette guerre-là, en milieu réel. Profitons de votre canal pour demander à nos dirigeants, à nos gouvernants, de venir en appui quand même à la recherche, parce que nous sommes capables de beaucoup de choses dans notre pays. Au-delà de cette solution scientifique, il faut privilégier, selon les spécialistes de l'environnement, les espèces autochtones lors des occasions de mise en terre des plants.
Depuis les années 90, la communauté internationale célèbre la journée de la bise. Et si cette marque d'affection est consacrée par une journée, cela vaut le détour. Dans cet élément, Patrick Diosso s'y intéresse. Bisous partout. Une déclaration qui tombe bien en cette journée internationale du baiser, née en 1990. Et si le baiser a sa journée rien qu'à lui, le 6 juillet, on peut dire qu'il a hérité parce qu'il l'a mérité. Oui, marque de gentillesse, de tendresse et ou de politesse. Le baiser est un mouvement qui consiste à toucher quelqu'un ou quelque chose avec les lèvres grâce aux muscles orbiculaires de la bouche. Baiser, nom commun, a comme synonyme bisou, bise, béco, embrassade, accolade, câlin, cajolerie, caresse via les lèvres. On peut distinguer quelques catégories de baisers suivant les affinités entre personnes qui en donnent, en reçoivent ou en échangent. Voyons la généralité, sans spécificité de pays, de région ou de religion. Le baiser fraternel est juste une accolade entre frères, entre sœurs, et cela se donne jour contre jour. Le baiser parental ou celui d'un parrain ou d'une marraine atterrit sur la tête d'un filleul, d'un fils ou d'une fille sous tutelle. Le baiser paternel se pose sur le front de l'enfant. Le baiser maternel se dépose sur la joue de l'enfant. Le baiser filial de l'enfant aux parents se repose sur les deux joues. Le baiser amical se transpose 2 fois sur les 2 joues en chassé-croisé, ce qui fait 4 bises sonnantes. Moins sonnantes mais plus vibrantes, les bises intimes, le baiser amoureux, qui dispose de 4 lèvres en contact et en contrat. Du lyrisme qui fait dire au poète que ce baiser comprend toutes les langues, mais prend une seule langue. Des bisous, partout, partout. Et puis la deuxième édition de Rire avec Ariel a pris fin. Durant une semaine de formation, les enfants ont eu des notions de prise de parole en public et comment faire rire un public. La fin de cette édition a été marquée par un Pluie d'ovations. C'est un spectacle de restitution pour ces enfants qui ont présenté au grand public ce qu'ils ont appris durant une semaine avec pour maître Ariel et son coach Chromosome. Je vais t'acheter des chaussures en béton. Tes pieds n'auront plus grandi. Et actuellement, vous savez combien je porte? 80. Si tu as un balcon, elle ronfle sans relève de toi. Parce qu'elle va venir là, aidez-moi à la frapper. Je la laisse comme me frapper. Allô, Dagon? Ma fille qui était très timide, elle n'osait jamais prendre la parole en public. Mais là, même si ce n'est pas encore le top, franchement, je veux lui inculquer ces valeurs-là déjà. Avec cette formation, il n'a pas peur de prendre la parole devant n'importe quel public. Et c'est déjà une chose très importante. De la maturité artistique observée chez ces enfants. Rire avec Ariel est une initiative qui a pris corps depuis 2 ans déjà. Mes attentes ont été même plus que comblées parce que il y avait beaucoup d'enfants dont j'avais peur. Mais j'ai vu que sur scène, ils ont respecté tout ce que je leur avais dit. Et ils sont même partis au-delà de ce que je leur avais enseigné. Et c'est ça qui a fait marcher le rire. Le rire, c'est quand tu pars tout simple. Lorsque tu maîtrises ce que tu dis et tu y vas à l'aise. Donc mes attentes, j'étais vraiment content de voir que mes camarades, ils se sont dépassés. Ariel Vito, concepteur de ce projet, reste déterminé et engagé. Il annonce déjà la 3e édition de Rire avec Ariel. Sport.
Sport à présent, Ndali a accueilli pour sa toute première fois l'Assemblée générale ordinaire statutaire de la Fédération béninoise de football. En l'absence du président de la FBF, c'est le premier vice-président de l'instance qui a dirigé les travaux. Le point avec Ikiliru Gunusero et Giscard Akouvi. Une assemblée générale ordinaire statutaire pour le compte de la saison 2021-2022 en couleur ici au Centre d'excellence de football et études de Ndali. En l'absence du président de Chacus, c'est le premier vice-président de l'instance fêtière du football béninois qui dirige les travaux. Avant les débats des 72 délégués, place à la cérémonie d'ouverture. Je voudrais personnellement souhaiter la bienvenue à tout le comité et vous dire que vous êtes chez vous. Oui, parce que non seulement vous honorez Ndali en déplaçant l'Assemblée générale ordinaire de Porte-Nouveau, de Cotonou, de Grand Popo, de Natribou à Ndali. Je voudrais saluer l'engagement du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, et apprécier les efforts que déploie son gouvernement depuis 2016 en vue de la promotion des sports, en l'occurrence le football dans notre pays. Cette assemblée générale ordinaire statutaire s'ouvre dans une sérénité totale dans la cité de Bonakeri. Chers délégués, chers membres de la Fédération, vous savez très bien que l'Assemblée générale de football est un événement important au cours duquel les délégués se prononcent sur la saison. Et c'est cet exercice que nous allons faire tout à l'heure. L'Assemblée générale que vous avez convoquée pour ce jour est d'une importance capitale. Mais il s'agit de l'Assemblée générale qui précède celle décisive. Nous sommes tous conscients qu'à une autre époque, les choses ne se seraient pas passées ou ne se passeraient pas comme nous l'observons, parce que cette fois-ci, vous donnez du plaisir à être avec vos chers délégués, chers membres de l'exécutif. Au total, 72 délégués prennent part à cette Assemblée générale ordinaire statutaire qui va valider la saison écoulée et prendre de nouvelles résolutions pour la saison 2022-2023. Et puis les 112 délégués de l'Assemblée générale ordinaire statutaire de la Fédération béninoise de football valident la saison 2021-2022. Ils ont également adopté presque à l'unanimité les dates de la saison 2022-2023. On retrouve Ikiliru Gunusero et Giscard Akouvi. Voilà, nous sommes à la fin de l'Assemblée générale qui s'est très bien passée. Sans tambour ni trompette, ces 72 délégués conviés à cette Assemblée générale ordinaire statutaire épongent les différents points inscrits à l'ordre du jour. Après la validation de la saison écoulée, ils adoptent au terme des travaux les dates de la saison 2022-2023. Un travail a été fait et loin d'être de faire de l'autosatisfaction, et je pense que nous avons travaillé et à ce que les choses s'améliorent. Nous sommes en train d'évaluer 4 ans de travail, mais je ne dirais pas 4 ans parce qu'il y a la période de Covid qui a suspendu les activités. Et malgré cela, la reprise a été dynamique. Et ce que nous n'avions jamais reçu, nous l'avons eu, surtout au niveau du football féminin. Je suis très satisfait de cet AG. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je constate que d'AG en AG, nous constatons des améliorations. Nous avions fait la synthèse de la saison sportive 2021-2022 et nous avions constaté qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Il est impérieux de retenir que la nouvelle saison, la Ligue Pro 2022-2023, sera toujours zonale avec 36 clubs. La saison est ouverte depuis le 5 juillet écoulé. Le démarrage du championnat est prévu les 24 et 25 septembre 2022. Pour la Super Ligue professionnelle, elle se déroulera du 25 janvier au 23 juin 2023. La Ligue professionnelle suite, quant à elle, sera du 25 janvier au 11 juin 2023. Le championnat féminin, qui a désormais une place de choix dans l'agenda de la Fédération béninoise de football, est fixé pour le mois de novembre. Et voilà qui met un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi.